Ma carrière, c'était un parcours très difficile, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, d'énergie, puis vraiment un rêve impossible pour une petite fille venant de parents immigrants. Fait que je voulais redonner à mon sport. C'est une fille qu'on l'oublie, là, mais c'est elle qui a pavé la voie pour la génération qui est là aujourd'hui. Mm-hmm. C'est tout un joueur de tennis, Nick Kyrgios. Si vous voulez pas le savoir, c'est le temps de déconnecter parce qu'on va le dire. Salut, bienvenue à Sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada. Alex Régin-Ballard, votre compagnie, Hugues Léger. En face de moi, Charlotte Robillard-Millette a dû déclarer forfait. Elle est malade, alors on pense à toi, Charlotte. Prends soin de toi. On espère que tu nous reviendras rapidement et en forme. Comment vas-tu, toi? Comment te portes-tu, mon cher Hugues? Ça va bien, à part qu'il fait toujours beau le lundi. Le dimanche, on veut jouer au tennis. C'est pas possible de jouer au tennis dehors depuis le début de l'été. C'est compliqué un peu. Mais ça va bien quand même. Bon début d'été, globalement. La période des Grands Chelems qui est en place. Donc, je me plaindrai pas. Ça va bien. Ben non, effectivement. Et à Tennis Montréal, j'imagine que les terrains se réservent rapidement. Est-ce que tu vois quand même un bon boom depuis quelques semaines? Oui, on continue de monter en termes d'inscription année après année. On est sur une croissance de 18-20% en termes de volume d'inscription. Donc, ça roule bien. Malheureusement, on a dû canceller l'événement Découverte premier set hier dans le cadre du mois du tennis de Tennis Canada. On avait 6 événements dans les grands parcs de Montréal. Ça va être reporté à la fin du mois. Mais globalement, la demande est vraiment là. Beaucoup d'actualités de tennis, mais j'ai envie de te parler d'actualités de sport un peu avant, comme on le fait assez régulièrement. Qu'as-tu pensé de cette victoire des Hurricanes qui sont champions de la Coupe Stanley? Ben, ça démontre l'écart qu'on a avec les champions à Montréal. C'était ce matin que je disais, je crois, dans la presse. C'est Régent Tremblay, je pense, qui disait ça, qui n'était pas dans la presse, qui a dit on voit, il faut que les Canadiens soient une équipe d'hommes. Comme l'équipe des Hurricanes est une équipe d'hommes qui a beaucoup d'expérience, qui ont vécu beaucoup de choses ensemble. Ils l'ont bien mérité. J'étais content pour Rod Bradamour et l'équipe. Et ça montre l'écart qu'on a un peu entre les champions de la Coupe Stanley et où on est rendu. Mais j'ai bon espoir pour les prochaines années. C'est une équipe qui a mangé son pain noir aussi, Exactement. qui a perdu beaucoup là, en finale d'association. Les Hurricanes de Caroline. Je trouvais quand même intéressant Jordan Staal qui a quand même soulevé la Coupe Stanley, si je ne me trompe pas, son année recrue. Et puis là, en toute fin de carrière, la soulève. Je ne sais pas si tu as vu la clip de sa fille après le match. Non. Conférence de presse, il dit merci aux journalistes, puis là, sa fille avec le micro dit « Attends, j'ai une autre question pour toi. » Puis elle lui a demandé pourquoi il s'est battu dans la première série contre un autre joueur des Sénateurs. Puis il a répondu « Ah, je vais répondre plus tard. » C'est drôle. Ouais, c'était très, très drôle. Mais on parle-tu de Mitch Marner? Qui était en voie pour un Conn Smythe jusqu'au moment où c'était pour compter. D'après moi, hier, là, tous les fans des Leafs, là, ils ont sauté de joie là, pour pas qu'ils paraissent trop mal. Non, ça a été ça. Puis les Knicks aussi. T'as-tu vu ça, la ville de New York? Gros week-end. New York a reviré en envers. T'as-tu vu ça? Oui. C'était vie. Écoute, ça faisait 53 ans, je pense qu'il l'attendait, ce championnat-là. La crème de la crème y était. Au milieu de la semaine passée, on a vu Taylor Swift, Jerry Seinfeld, John McEnroe était dans les estrades. C'était un grand moment pour New York. Toi, t'étais où? VIP? J'étais à ma télé, derrière ma petite télé. J'avais pas le temps. J'ai refusé des billets. Je comprends. Mais tu sais, on a vu ça, les émeutes à Montréal, mais je sais pas si tu as vu les images des émeutes à New York. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si tu as vu ça. Il y a un groupe de Brésiliens qui sont allés voir un match au MetLife Stadium au New Jersey puis qui s'étaient pris un tour de la ville de New York après. C'est bon. Mais qu'eux autres, ils faisaient le tour de la ville pendant que la ville était à feu et à sang. Aucun sens. Mais cela dit, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Je suis toujours content d'être avec toi. Quand même des champions de ligue, là, fait que je trouvais ça intéressant d'en parler. Nouvelle moins intéressante dans le cas de Victoria Mboko. On l'attendait, on était excités la semaine passée. Elle aussi, je suis sûr. Ben absolument. Puis le buzz dans le monde du sport la semaine passée, c'était le retour de Serena Williams. Commençons avec le retour, parce que je pense que ça a fait beaucoup jaser, là, Serena. T'as vu ça comment, puis tu l'as vu comment sur le terrain avec Mboko? Déjà, elle gagne leur match de premier tour contre 2 spécialistes de double, qui étaient 3e favorite du tournoi, incluant Ellen Routliffe, qui joue souvent avec notre compatriote Gabi Dabrowski, qui est une Canadienne. Elle s'est beaucoup entraînée au Centre national du Parc Jarry, notamment. Donc, 3e favorite du tournoi. Bon, je me dis, Serena Mboko, c'est une bonne équipe, mais c'est pas des spécialistes de double.
elle gagne le match en 2-7. Donc, Aaron Rodliff, en conférence de presse, de se dire, après 3 matchs, on se disait, est-ce qu'on est vraiment si nul que ça de se faire battre par une fille que ça fait 3 ans qu'elle ben oui, qui joue pas. Mais bon, elle faisait une très bonne paire quand même. Serena, au niveau de ses coups de fond de terrain, quand elle a moins à se déplacer, comme en double, ça va très bien. Elle servait très bien. Mboko égale à elle-même. Donc, c'était parti pour une autre histoire Cendrillon, un peu comme Venus avec Leylah Fernandez au US Open l'an passé. Malheureusement, ça s'est arrêté vite fait lors du simple qu'elle a joué le lendemain. Donc, c'est terminé pour Vicky, non seulement en double, mais son parcours sur gazon se termine. Elle ne fait pas Wimbledon. Je ne sais pas si vous aviez vu là, la séquence où elle glisse, puis visiblement, c'est là qu'elle se blesse. Là. C'est vraiment, vraiment dommage parce que, Victoria, je pense qu'elle a un jeu intéressant pour le gazon, notamment. Je pense qu'elle pourrait être intéressante à Wimbledon. Et ne serait-ce que le fait de profiter de jouer avec Serena un peu plus longtemps, c'est un peu dommage que ça a coupé court à ça. Mais en même temps, bon, je sais pas. Peut-être que Serena, pour elle, c'était une parfaite entrée parce que je sais qu'elle va jouer aussi à Queens là, de son côté. Alors, elle joue à Berlin cette semaine. À Berlin, oui. Avec Mukova, si je ne me trompe pas. Là. Alors, Mukova, c'est pas la dernière venue non plus. Là. C'est comme une finaliste de Grand Chelem. Non, mais c'est décevant. C'est sûr que c'est décevant. C'est une fin abrupte pour une histoire. Cendrillon, comme je le disais avec Serena, tous les médias en parlaient. Sur toute la planète, c'était bon pour Mboko, c'était bon pour les sponsors, c'était bon pour Wilson, c'était bon pour les tournois, c'était bon pour l'attention sur le tennis féminin aussi. Et moi, j'avais tellement hâte de l'avoir en simple aussi à Wimbledon. Donc, c'est vraiment une triste fin. Souhaitons qu'elle revienne en forme pour la saison sur dur et qu'elle puisse défendre des points à Toronto. Elle a 1000 points à défendre. Là. Mais là, le Canada est en général, c'est pas en général, c'est le premier gros tournoi au retour de Wimbledon. Exact. Il y a des petits tournois. En général, c'est la porte d'entrée vers l'Amérique du Nord là, qui va mener à la série vers le US Open pour l'essentiel des gros joueurs. Ouais. La question qu'il faut se poser dans le cas de Victoria, c'est, est-ce qu'elle va revenir avant? Est-ce qu'elle va aller jouer à Washington avant, comme beaucoup de Canadiens jouent Washington avant de jouer Montréal ou Toronto? Là, c'est pas rare qu'on voit des joueurs là. Est-ce qu'elle va jouer des tournois mineurs un peu avant? Est-ce qu'elle va même aller peut-être faire un challenger pour se remettre d'adon, si on veut? Là? Appelons. Ce qu'on ne sait pas, c'est le niveau de gravité de son problème de ligament médian. J'ai lu un peu entre le grade 1 et le grade 4, ça peut aller de 2 semaines à 6 mois. Donc, on n'a aucune visibilité. Là, c'est un grade 1, 2, 3 ou 4, sa blessure. Donc, on va le savoir assez rapidement. Si elle peut recommencer à jouer dans 3-4 semaines, elle pourrait être prête pour les tournois sur dur, là, souhaitons-le. Si elle est prête à jouer, penses-tu qu'elle pourrait aller faire un genre de Granby? Juste pour se remettre en jambes? Ça me surprendrait, parce qu'elle a quand même un gros calendrier à gérer. Elle a les mandatory qui sont obligatoires en français. Donc, j'en parlais avec sa coach Tosia à la fin de l'été passé, de l'automne passé, Nathalie Tosia, et elle me disait le plus gros défi, c'est de gérer son volume de matchs en 2026. Elle a un très, très bon début de saison, beaucoup d'intensité, 9e place mondiale. Là, elle va avoir un petit break forcé. Je suis pas certain qu'elle voudrait se remettre en jambe dans un tournoi comme Granby, mais écoute, je pourrais me tromper. Hein? C'est certain qu'il y aura peut-être une couple d'appels qui vont se faire si ça tombe au bon endroit dans le calendrier. Mais je pense que même une Victoria amoindrie serait trop forte pour ce genre de tournoi-là. Je pense qu'elle va aller plus vers un 250 ou un 500. C'est incroyable parce qu'il y a 1 an, elle jouait exactement ce type de tournoi-là avant ce type de tournoi. Tu te souviens, Alex, on l'a vu en 23 ou 22 contre elle avait joué en double, Rebecca Marino. Elle avait gagné le double, si je me souviens bien. Oui, elle avait perdu contre Rebecca Marino au premier ou au deuxième tour, mais bon, c'était pas la même Vicky qu'on connaît maintenant. Bref, c'est contre Pliskova qu'elle avait perdu son match, qui est une ancienne numéro 1 mondiale, Karolina Pliskova, qui est plus là aujourd'hui, là, mais quand même, elle y avait fait un 6-2 avant de se retirer. Alors peut-être qu'elle aurait bien gagné ce match-là. Alors c'est vraiment dommage dans le cas de Victoria Mboko. Dans les autres Canadiens, on a également Félix Auger-Aliassime qui était en action la semaine passée. Tu as vu ça comment? On en parlait hors d'onde, là. Je te sentais encore une fois un peu déçu. Premier favori du tournoi. À Bois-le-Duc, il joue contre un joueur classé autour de la 80e place mondiale, baille au premier tour, perd en quart de finale en 2-7. C'est quand même une sortie rapide décevante sur une bonne surface pour Félix. Maintenant, la question qu'on s'est posée ensemble avec Charlotte la semaine dernière, qu'est-ce qui va ressortir de ses états d'âme en conférence de presse de Roland-Garros où il s'est dit « je ne suis pas le joueur que je voudrais être ». C'est des décisions qui s'en viennent, mais encore une fois, perdre d'entrée de jeu
comme ça, contre un joueur autour de la 90e place mondiale, quand tu es premier favori du tournoi, c'est décevant. Et encore cette semaine, aujourd'hui, au premier tour, se fait accrocher 6-3, 3-6, 6-3. Premier tour difficile contre Borges, du Portugal, exactement. C'est ce genre de choses qu'on ne veut pas voir, exactement ce qu'on disait. Se faire accrocher au premier tour quand il devrait passer rapidement, se reposer pour pouvoir passer vite à la prochaine ronde. Donc moi, je reste avec mes inquiétudes sur Félix et son état mental pour aller aussi loin qu'il devrait aller comme 4e joueur mondial. La bonne nouvelle, c'est qu'au prochain tour, il affronte, bonne nouvelle, Tien, qui est 19e mondial. Ça devrait... ils n'ont jamais joué un contre l'autre. Et s'il passe ce match-là, il va passer en quart de finale, affronter Tiafoe. Il a son numéro à Tiafoe. À Tiafoe. Si Tiafoe se rend, évidemment. Là, mais il est 3-0 contre Tiafoe. Et ils sont amis, ils se connaissent bien. Souhaitons qu'ils se rendent, Alex. Après, ce serait possiblement Medvedev. Et ça, on sait que c'est tout le temps compliqué pour Félix. Ça va être noir. Contre Medvedev. Il est à Halle, Félix, qui est l'ancien tournoi de Roger Federer. Il l'a joué année après année. Je me demande s'il n'a pas gagné 10 fois. Je vais aller voir. Quelque chose comme ça. Le fun, c'est dans ces un des plus gros trophées du tennis. Le truc est énorme. Mais au moins, il est plus beau que l'ancien de Cincinnati qui avait l'air d'un... tu sais, j'en ai parlé pendant des années, là, l'ancien trophée de Cincinnati qui avait l'air d'un vase Dollarama. Exact. Denis Shapovalov était aussi en action, mon cher Hugues. Défaite d'entrée de jeu. Ça a été mieux aujourd'hui. Il passe le premier tour du côté du Queens avec Gabriel Diallo qui est aussi dans le tableau au Queens. Donc, on est en mode observation avec Denis Shapovalov en ce moment pour qu'il puisse enchaîner quelques victoires là, sur le même tournoi. Donc, au moins, ça commence mieux cette semaine au Queens. Ouais, Herzogenbusch, il a perdu contre Marin Cilic. C'est qui est quand même pas banal, son ancien champion de Grand Chelem. Ouais. Mais en même temps, il est plus jeune, là, Marin Cilic. C'est plus une jeunesse. C'est le genre de joueur que Shapovalov pourrait très bien battre. Il a perdu contre Jack Pennington Jones, que j'avoue que moi, je connaissais pas. Ça ressemble à une wildcard anglaise, ça. Je vais te le dire à l'instant. C'est un gars de 23 ans, 147e mondial. C'est ça. Voilà. Vous comprendrez que des fois, même au tennis, des fois, il y a des joueurs dans le top 50 qui popent de nulle part. T'es comme, mon Dieu, qui est-ce? Et des joueurs qui arrivent et qui repartent dans le top 50, là, ça arrive beaucoup. Le classement du tennis comme ça n'est pas nécessairement simple. Mais dans le cas de Shapovalov, est-ce que tu le vois aller un peu plus loin du côté de Queens? Écoute, je vois pas de constance cette année pour Denis, donc c'est pour ça que je te dis, je suis en mode observation. Je pense qu'il y a un jeu qui peut bien convenir au gazon, service de gaucher, jeu d'attaque. Il peut très, très bien jouer au filet aussi. Donc, s'il déploie son jeu, comme ce fameux tournoi à Dallas l'an passé, dont je parle tout le temps, où il avait battu 3 top 10, mais en jouant un tennis d'attaque champagne, comme je l'appelle, c'était de toute beauté à voir. Il pourrait aller loin au Queens, mais est-ce qu'il peut reproduire ce niveau-là encore? Je pense que c'est en lui. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? On le saura bientôt. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, cette victoire contre Pennington Jones, c'était sa première en 5 matchs. Ouais. Fait que c'est quand même un bon petit bout. Là. Regarde, tu vois, sa dernière victoire, ça remontait à Munich. Ça se passait... à la mi-avril. Là. Fait quasiment un mois là, qui est avril-mai. Non, 2 mois qu'il n'avait pas gagné un match. Exact. Alors ça, 2 mois là, sur le circuit sans gagner un match, là, tu dois trouver le temps long. Et ça doit mettre des doutes dans ta tête également. Certain. Puis à l'approche de Wimbledon, il faut qu'il soit prêt. Il n'y a pas eu un bon Roland-Garros non plus. Donc là, il faut des points Wimbledon pour Denis. Hâte de voir ce qui va se passer du côté de Denis Shapovalov. Il y en a un autre Canadien dont on parle pas beaucoup, je vais dire même pas assez, parce que, avec tous les sujets qu'on a, là, parfois, on le laisse de côté, mais Alexis Galarno... Il est sur une belle lancée. Mais il était partout la semaine passée sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le coup spectaculaire qu'il a fait. Là. Aïe, en plongeant. On va le mettre sur notre montage. Je pense que ça vaut la peine de le voir. Donc, il va récupérer un amorti au filet avec une culbute, 2 culbutes sur le gazon de Stuttgart. Alexis, qui s'est rendu au dernier tour de qualification pour Roland-Garros, se qualifie pour le Boss Open à Stuttgart, qui est un 500 quand même. Il y a des bons résultats en ce moment, Alexis. C'est encourageant pour lui après une fin de saison plus compliquée l'an passé. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois d'Alexis en ce moment. Et qu'il fasse les faits saillants de la semaine, c'est toujours le fun. En Challenger, il a quand même 2 finales et une demi-finale. Il a fait un premier tour, s'est qualifié à Indian Wells et à Stuttgart. Oui. Alors, c'est quand même pas si mal. C'est pas mal.
Puis, bon, l'avantage de se qualifier pour ces gros tournois-là, c'est que, bon, l'argent est quand même plus important. Des fois, faire un premier tour à Indian Wells, c'est plus payant que de gagner un challenger. C'est son plus gros défi, Alex, on le sait. Quand tu es autour de la 200e, 175e place mondiale, c'est difficile d'arriver, avoir un coach, pouvoir payer voyage, hôtel et tout ça. Il est juste sur le bord, Alexis, tout le temps. Ça fait 2-3 ans, donc il faut qu'il réussisse à monter là, dans le top 150, 125 pour idéalement être dans les tableaux directement des grands chelems. Il n'y est pas encore. Il faut qu'il passe par les qualifs. Et on voit que dans les qualifs, il fait toujours une bonne performance. Donc, il est vraiment tout près, mais c'est ingrat le tennis. Le temps passe, année après année. Il faut que ça se concrétise bientôt. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Et Dieu sait qu'il est plaisant à regarder jouer, Alexis. C'est un fighter sur le terrain. Il change de chandail 4 fois par match, mais c'est un gars qui se bat, qui a beaucoup d'émotions. Si vous aimez l'émotion là, sur le terrain, Alexis, c'est toujours un candidat bien payant. Puis non seulement ça, il est bien le fun à faire en entrevue aussi. Puis toujours un de nos chouchous, ça c'est certain. J'ai parlé avec sa maman et agent qui m'a dit qu'il serait disponible, Chantal, qui serait disponible pour nous après Wimbledon. Donc on va lui parler dans les prochaines semaines. Pourquoi pas en amont du tournoi de Montréal. Ça me fait toujours plaisir de parler avec Alexis. Puis, franchement, tu sais, c'est le genre d'athlète que, mettons, vu que nous, ça fait longtemps qu'on le connaît, qu'on fait des entrevues avec lui, il trouve toujours du temps pour nous. Puis ça, c'est bien apprécié parce que Alexis a quand même, tu sais, ses propres followers, sa propre plateforme aussi. Puis il n'aura pas nécessairement besoin de nous autres là, pour faire sa promotion. Mais nous, ça nous fait extrêmement plaisir de le faire. Puis de toute façon, on le fait parce qu'on aime ça jaser avec des fans de toujours tennis. Puis je ne serais pas surpris qu'un jour, qui sait si après sa carrière, il vient plus régulièrement sur la ligne. Tu t'attends à quoi, là? Là, on a parlé des Canadiens, mais tu t'attends à quoi de cette saison-là sur gazon? Ben oui. Qui pour toi, là, devrait être à surveiller ou dominant pour les tournois à venir? Bon. Sous-entendu, qui pourrait être ce champion-là à Wimbledon? Bon. Comme Roland Garros nous a offert un sac à surprise, je m'attends à ce que Wimbledon soit peut-être un autre sac à surprise. Il se passe plein de choses en ce moment. Alcaraz, il ne sera pas, c'est acquis. Sinner est en récupération de son coup de chaud à Roland Garros. On a lu qu'il suivait des traitements. Est-ce qu'il va être à 100%? Il n'est pas en tournoi de préparation encore. Et on a vu, justement, en finale de Stuttgart, un très beau match entre Taylor Fritz et Ben Shelton, remporté par Shelton, pour moi, qui est un prétendant à Wimbledon cette année. J'aurais peut-être pas dit ça il y a 3 mois, mais avec ce qui s'est passé depuis, je pense que le tableau va commencer à être ouvert. Donc, Shelton, pour moi, est un joueur à surveiller. Fritz aussi est un joueur à surveiller. Et tu sais quoi, demain... Donc, au tournoi de demain, on parle de Halle. On va avoir un match popcorn entre Ben Shelton, le gagnant de Stuttgart la semaine dernière, contre Nick Kyrgios, qui est encore en train de jouer, que jouait avec Bublik la semaine dernière. Donc, match popcorn, extra beurre même, je dirais, entre Shelton et Kyrgios demain. Kyrgios, qui souhaite faire Wimbledon cette année, donc à suivre. Est-ce que Zverev est un candidat pour Wimbledon? Je regarde ses résultats dans les dernières années. Ça n'a jamais été... L'année passée, il a perdu au premier tour. Il n'a pas fait... Il n'a pas été super bon. Là. Regarde, je vais te dire, j'ai les résultats sous les yeux. Premier tour en 2005. OK? 2024, 4e tour. 2023, 3e tour. Il n'a pas des résultats spectaculaires pour le calibre de joueur qu'il est. Il semble être plus à l'aise, Alex, sur les surfaces un petit peu plus lentes, Zverev. Donc, est-ce qu'il va être un prétendant? Oui, c'est le 3e joueur au monde. Moi, j'aimerais tellement que Félix aille au bout cette semaine parce qu'il retrouverait Zverev en finale. C'est la logique qui est respectée, numéro 1 contre numéro 2 à Halle. Donc, souhaitons-le. Mais encore une fois, Zverev, 3e favori. Si Alcaraz n'est pas là à Wimbledon, si Sinner n'est pas à 100%, c'est peut-être pas lui que je mets comme favori, disons, automatique, là, comme 3e joueur mondial à Wimbledon. Ça va être un tableau ouvert. Je fais tournoi par tournoi, là, présentement. Là, et je pense qu'il n'a pas passé le 4e tour à Wimbledon encore. Bon. Pour un joueur qui est dans le top 5 mondial depuis quasiment 10 ans. Oui, c'est décevant. Intéressant. Est-ce que c'est son année maintenant? Est-ce qu'il pourra aller plus loin? Est-ce que justement c'est une surface qui lui convient pas? Ça se peut très bien, ça, du côté de Zverev. Moi, j'aime bien ta prédiction de Ben Shelton parce que les gros serveurs sont toujours avantagés sur gazon.
service sortant qui glisse sur le gazon. Il a le bon service pour Wimbledon. Là. Honnêtement, il arrive à un moment de sa carrière où je pense qu'il peut aspirer à ce genre de tournoi-là, Ben Shelton. Est-ce que tu vois d'autres candidats du côté des hommes venir mêler les cartes? Ben, je l'ai dit, Fritz joue bien sur le gazon aussi, est très constant. Un Fritz célibataire par ailleurs. Là. Il peut un Fritz célibataire, effectivement, donc à suivre. Est-ce qu'il va être plus reposé? Bon, qui sait, on verra. À suivre. Est-ce que Medvedev peut avoir une bonne séquence sur le gazon? Bon, il a jamais très, très bien performé à Wimbledon, mais il y a une ouverture. Puis encore une fois, Medvedev est dans une nouvelle configuration au niveau coaching et tout ça. Peut-être qu'il va mettre en place différentes tactiques là, qui pourraient l'aider à bien performer. Alex de Minaur, qui pourrait être un joueur aussi qui dérange à Wimbledon. Rublev s'est jamais rendu très loin jusqu'à dans le dernier carré d'as, donc à suivre. Mais c'est ça que j'aime de Wimbledon cette année. Si Sinner n'est pas vraiment dans de bonnes dispositions, c'est que ça se peut qu'on ait encore un grand chelem avec un gagnant surprise. Et du côté des femmes, est-ce que tu penses que Swialinska va finalement remporter son premier grand chelem? Ça serait peut-être pas Wimbledon, mais bon, encore une fois, là, on ne sait toujours pas si elle va avoir un laissez-passer. Là, c'est ça qui est en attente pour Swialinska. Mais on va retrouver les usual suspects. Là. Moi, je m'attends à ce que Rybakina fasse un bon tournoi. Sabalenka, on apprend, n'a pas pris sa retraite finalement, malgré ce qu'elle avait dit à Roland-Garros. On est tous contents de ça. Elle joue cette semaine à Berlin, où elle est première favorite et Rybakina deuxième favorite. Oui, Rybakina, c'est sûr qu'elle est une bonne candidate. Elle l'a gagné par le passé, Rybakina à Wimbledon. Exact. Et bon, ça l'a 11 jabbeurs. t'as une bonne mémoire. Ouais. Sabalenka, elle aussi, effectivement, elle peut toujours être une bonne candidate pour remporter n'importe quel tournoi. Évidemment, Mboko n'y sera pas du côté canadien, donc on va laisser faire les espoirs là. Est-ce que tu penses que Serena va jouer au Wimbledon? Je pense que si ça fait une bonne semaine à Berlin avec Mukova, ils vont lui offrir une wildcard. C'est certain qu'ils vont lui en offrir une, si elle en demande une, là, j'en ai aucun doute. Bien simple? Oui. Ne serait-ce que pour un dernier tour de piste ou essayer de rajouter quelque chose au niveau marketing, là, au niveau média, je m'attends à l'avoir dans le tableau principal. J'ai un feeling pour ça. En même temps, c'est-tu un dernier tour de piste? Parce que tu reviens-tu pour faire un dernier tour de piste? Non, je pense que tu reviens pour... Si elle est sérieuse dans sa démarche, puis j'ai l'impression que c'est pas un stunt marketing. Elle revient parce qu'elle a le goût de jouer. Elle s'ennuie à la maison, elle l'a dit. Non, mais c'est ça. Elle a le goût de jouer, tu sais. Fait que j'ai l'impression que tu reviens en disant, mais je peux gagner le tournoi, là. Il n'y a pas d'autre... puis je pense que c'est Mouratoglou qui disait ça récemment. Il disait, de toute façon, elle revient pour gagner les tournois. Elle revient pas pour faire un troisième tour, puis je suis content de jouer. Non, elle est là pour gagner si elle joue. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité de tenir 7 matchs à courir? Est-ce qu'elle est prête à faire ça? C'est au niveau physique qu'on va le savoir assez rapidement si elle est en bon état. Je pense que ses coups seront au rendez-vous, mais physiquement, est-ce qu'elle peut tenir? Tu parlais du match entre Ben Shelton et Nick Kyrgios. Est-ce que tu penses que Kyrgios a une chance, honnêtement? Écoute, on ne sait jamais avec Kyrgios. Je pense que Shelton est largement favori pour ce match-là demain. Il n'a pas joué beaucoup dans les dernières années. C'est ça. Donc, un petit peu comme Serena. Écoute, il a un jeu parfait pour le gazon, un service incroyable, des bonnes volées, un toucher, il camoufle ses coups, il peut faire des très belles choses sur gazon. Kyrgios, on l'a vu avec sa finale contre Djokovic il y a quelques années, mais je pense que Shelton va gagner ce match-là. Mais je le répète, c'est un match popcorn extra beurre, ça va être divertissant, manquez pas ça. Hey, d'ailleurs, ça me fait passer. J'ai écouté le clip de Djokovic récemment, puis là, il disait « Ah, c'est quoi ta fiche contre le Big Three? » Puis là, évidemment, je pense qu'il y a une fiche gagnante contre Nadal et Federer. Ouais. Et là, on lui demande « C'est quoi ta fiche contre Nick Kyrgios? » Puis là, il est comme « Ah, je pense que je suis 1-2. » Ouais, c'est ça. Mais ou 2-3 ou 1-2. Mais s'il est 1-2, ça veut dire que la seule fois qu'il a gagné, c'est en finale à Wimbledon. C'était le seul match important à gagner. Exact. Tu sais. Non, mais Kyrgios, écoute, on ne reviendra pas là-dessus, mais ça répète un top 5 mondial. Il y a un joueur qui avait des grands chelems dans sa raquette. Et je regarde souvent son service, son coup droit. C'est le modèle technique, mécanique du service moderne, du coup droit moderne. C'est tout un joueur de tennis, Nick Kyrgios. Ça n'a aucun sens. C'est un des plus talentueux de sa génération. Il aura eu une belle carrière malgré tout. Là, on peut pas lui enlever ça. Comme Yannick Noah un peu. Il a fait ce qu'il voulait. Mais Yannick a gagné.
Yannick a une victoire en Grand Chelem à Roland-Garros en 83, mais Kyrgios n'est pas allé aussi loin, mais bien qu'il a fait une finale. Il était top 15, je crois, mais c'était pas sa priorité d'être numéro 1. Il a pris du plaisir. Il y a eu des victoires contre le Big Three et plusieurs victoires contre le Big Three. Je pense pas qu'il est insatisfait de sa carrière. Non. Puis de toute façon, est-ce que lui-même dirait, est-ce que j'ai pu aller plus loin? J'aurais pu aller plus loin, sûrement que lui, il l'admettrait. Il voulait être pro de basket. Son rêve, c'est le basketball à Kyrgios. Mais c'est correct que les joueurs ne veulent pas tous être des Federer, des Nadal ou des Djokovic. Il y a d'autres parcours. Puis, c'est aussi bon de rappeler que, je veux dire, ne serait-ce que d'être dans le top 100 mondial. Là. Au tennis, c'est comme si t'étais rien, là, mais dans n'importe quelle autre profession, là, si t'es le 100e meilleur à ta profession au monde, t'es exceptionnel dans ce que tu fais. Là. Ouais. Je le rappelle, il y a 700 joueurs dans la Ligue nationale. 700. Ouais. Le top 700, là, il est très bon au hockey. Ouais. Imagine top 100, top 150, mais Nick Kyrgios. Puis même en dépit de... Comment je te dirais ça? En dépit de tout ce qu'il a pu avoir comme réputation, je pense qu'il a quand même été bon pour le tennis. Moi aussi. Ce qui attire l'attention sur le tennis, c'est une bonne chose. Et son talent est indéniable. C'est pas juste une grande gueule. C'est pas juste un gars qui fait des coups d'éclat ou qui fait des frasques. Oui, il en fait. C'est pas le gars le plus sérieux qu'on a connu sur le circuit, mais quand son tennis était là, c'était tout un jour de tennis. Rappelons qu'à Montréal, c'est lui qui avait sorti, je crois, Medvedev au premier tour. Il peut sortir les meilleurs au monde sur une bonne journée, n'importe quand. Mais un petit peu comme on disait plus tôt, là, les années passent, ça devient plus dur pour lui physiquement. Il a mal aux genoux. Donc voilà, mais moi j'aime ce que Kyrgios a amené au tennis, Alex. Ben, il est un des rares à avoir battu le Big Three. Ouais. Et Andy Murray, si je ne me trompe pas. Oui. Parlant d'une fille qui a battu d'excellentes joueuses sur le circuit, notamment Serena Williams et Marion Bartoli en direction de son titre à Stanford. Alexandra Wozniak était en entrevue avec nous. Tu l'as rencontrée un peu plus tôt aujourd'hui. Voici ce que ça donne. Vraiment content et choyé de recevoir, écoute, la nouvelle intronisée au Temple de la renommée du Club de la médaille d'or après ses intronisations au Temple de la renommée du tennis canadien et au Temple de la renommée de l'Omnia Banque Nationale, Alexandra Wozniak. Salut Alexandra! Salut Hugues, merci pour l'invitation. Merci de te joindre à nous. Je me disais, c'est une occasion idéale. Et en plus, on habite dans la même région. On s'est croisés au café ce week-end. Je dis, écoute, je pense qu'on va en profiter pour se parler un petit peu. C'est le bon moment. Donc, comment tu vas, Alexandra? Ça va bien. J'ai entamé la 6e année ici à mon académie de tennis. Là, déjà 6 ans, c'est dur à croire là, en pleine pandémie, mais ça va super bien. Je suis entre les cours, justement. Oui, juste avant que les petits arrivent après l'école, j'imagine, à l'heure où on enregistre. C'est ça. Écoute, c'est vraiment cool de te parler avec cette nouvelle reconnaissance que tu as, qui est tellement méritée. Je le répète pour notre audience, Alexandra a été 21e joueuse mondiale, une très, très belle carrière du côté féminin et avec son académie qui grossit d'année en année à Bedford. C'est toujours intéressant de discuter avec toi. Donc, parle-nous un peu de cet événement la semaine passée, puis où ça s'inscrit dans les reconnaissances que tu as eues récemment. C'était un bel honneur que j'ai reçu du Club de la médaille d'or. D'ailleurs, j'ai vécu un autre beau moment avec cette organisation. J'avais reçu ma première bourse quand j'étais très jeune, mon premier comme chèque pour m'aider à ma carrière professionnelle, mes débuts. Fait que j'en ai pas reçu beaucoup de bourses quand j'étais jeune, mais c'était un des premiers qui sont venus pour m'aider à ma carrière. Et j'ai eu cette belle honneur-là, cette reconnaissance-là. Parfois, on s'oublie, mais déjà, ça fait 7 ans que j'ai pris ma retraite du circuit professionnel. Puis, ils m'ont honoré dans le temple de la renommée. Fait que c'était magnifique, là. C'était une belle cérémonie. Mon père il était présent. D'ailleurs, mon père, il se bat contre le cancer du côlon. Fait que c'était très émouvant de l'avoir auprès de moi de cette cérémonie. Mon conjoint était là aussi. Il y a eu plusieurs personnes dans la salle. Parmi d'eux, il y avait plusieurs autres athlètes olympiques et puis plusieurs d'autres qui ont gagné des prix. Mais c'était vraiment très spécial pour moi. Ma carrière, c'était un parcours très difficile, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, d'énergie, puis vraiment un rêve impossible pour une petite fille venant de parents immigrants. Fait que, mon père et ma mère, ils avaient 2 travails chaque. Puis c'était pas évident avec toutes les dépenses, tout ça. Fait qu'eux, vraiment, c'était ma première bourse avec le Club de la médaille d'or. Puis en plus de cette belle
ce beau hommage qu'ils m'ont offert mon 3e temps de la renommée, là, mon intronisation après, j'ai reçu pour la Coupe Rogers, mais mon quart de finale, puis ensuite dans le tennis canadien au complet, fait que je me suis sentie très honorée. Avec raison. Comment est ta perspective en ce moment sur le développement du tennis ici au Canada? On voit quand même génération après génération des bons athlètes, tant du côté féminin que masculin, qui émergent. Comment tu vois le développement du tennis depuis 20 ans environ? On sent qu'il y a une constance. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une continuité, que le vivier de développement est toujours bien présent. Il semble qu'il y a toujours un ou une nouvelle qui arrive. Évidemment, en ce moment, c'est Vicky Mboko qui retient l'attention avec toute raison. C'est dommage, elle s'est blessée. On ne la verra pas à Wimbledon cette année. Mais comment tu vois l'évolution du développement depuis tes années jusqu'à maintenant? C'est vraiment une continuité. Il y a une grande évolution qui s'est faite que dans mon temps, j'étais 21e sur 1400 joueuses. Puis après, à moi, il y a eu Eugénie Bouchard, Bianca, Pareil sur le côté des hommes, il y en a eu plusieurs. Après Daniel Nestor, Milos, Vachek, Félix, Dennis, il y en a eu plusieurs. Et je trouve que maintenant, c'est sûr, Victoria continue ses magnifiques performances. Fait que c'est sûr, il y a une bonne évolution, mais il y a beaucoup plus de joueurs que dans mon temps. Fait que c'est encourageant, mais c'est sûr, c'est plus constant sur le circuit professionnel. C'est pour ça que je pense à travers les années, les autres pays ont vu que maintenant, le Canada fait vraiment partie des meilleurs pays au monde de joueurs et joueurs de tennis. Comparé dans mon temps, il n'y en avait pas beaucoup, là. C'était un sujet qu'on a abordé il y a 2 semaines. On voit que l'école italienne fait très bien, tant du côté masculin que du côté féminin. Évidemment, c'est pas Yannick Sinner qui est le seul à porter le flambeau. On l'a vu à Roland-Garros avec Arnaldi et Cobolli, entre autres, avec Paolini, côté féminin, il y a une couple d'années. Donc, on a une école au niveau italien qui marche bien, une école canadienne qui est un modèle aussi, assurément. Je te vois là, dans ton académie en ce moment. Dis-moi où tu situes ton niveau de passion dans le tennis. Tu as été une joueuse passionnée, tu as grandi là-dedans avec l'aide de ton père notamment, tu nous en as parlé. Mais comment ces nouvelles années se vivent pour toi et ta relation avec le tennis quand tu te lèves chaque matin? Tu es toujours en amour avec le tennis? Oui, c'est différent. Je ne dois pas aller performer à chaque jour à 100%. Physiquement, tu sais, c'était 6 heures à 8 heures par jour que je m'entraînais sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Mais maintenant, tu sais, j'enseigne 8 heures à 10 heures par jour de tous les niveaux, de l'âge de 3 ans à mon joueur le plus actif de 80 ans. Fait que vraiment tous les niveaux, ceux qui font même de l'interclub ou qui jouent pour le plaisir ou qui veulent bouger. Mais j'adore ça, c'est ça, c'est ma 6e année. Puis j'ai tout le temps voulu rester dans mon sport après ma carrière professionnelle quand j'ai pris ma retraite voilà 7 ans. Fait que je voulais redonner à mon sport puis surtout partager tout le vécu que j'ai eu pendant toutes ces années-là, à presque 14 ans professionnels, 3 ans sur le circuit des juniors. Fait que ce soit avec mes conseils, avec comment que j'enseigne à chaque niveau différent, tout ça. Je pense que ça va bien, puis je suis vraiment heureuse qu'après une leçon que le jeune joueur ou l'adulte, il voit, j'ai vraiment amélioré, tu m'as donné des trucs qui m'ont vraiment aidé à plus développer mon jeu, où je vais essayer ça dans mes prochaines pratiques ou dans mes tournois. Fait que je trouve que je suis vraiment comblée là, que je puisse enseigner, parce que je pensais pas devenir un entraîneur pendant que je jouais. Mais après la formation auprès de Tennis Canada, j'ai vu que il y a une manière de communiquer aux joueurs. Tu peux pas enseigner de la même façon à tout le monde. Il faut que tu t'adaptes toi en tant que coach. C'est ton rôle de t'adapter, t'ajuster, puis faire les entraînements en conséquence du style, de la personnalité du joueur de tennis. Fait que j'ai appris aussi beaucoup à travers ces années-là. Mais j'adore ça vraiment. Puis je suis aussi là consultante pour les joueurs quand qui vont professionnels, tout ça. Non, mais j'adore ça. Je suis vraiment heureuse que j'ai pu ouvrir une école de tennis puis qu'ils ont accepté ce projet-là ici à Bedford. Et je fais aussi des cliniques, là, toutes sortes des gros groupes, là, mais c'est qu'on fait des programmes personnalisés pour tout le monde, fait que c'est vraiment le fun. Parle-moi des projets pour l'avenir. Là. Est-ce que tu veux que ton académie prenne de l'expansion? Penses-tu mettre une bulle un jour pour avoir des terrains intérieurs? On sait que c'est un défi au Canada d'avoir des plateaux intérieurs. Dis-moi les projets qui s'en viennent là, pour ton académie à Bedford.
Notre hiver, ici, c'est un peu plus doux dans les cantons de l'Est. Un peu moins de neige peut-être, mais il faut quand même une bulle. J'aimerais bien ça. J'ai été approchée voilà 3 ans pour mettre une bulle, mais il y a 2 maisons qui nuisent à la sécurité de l'infrastructure du dôme de la bulle. Donc, il faudrait trouver un nouveau terrain puis construire, bâtir des terrains ici. On aimerait beaucoup les rénover. Fait que j'espère que bientôt ça va se faire. On va rénover tous les terrains ici. La clôture et tout ça, mais voir au futur prendre l'expansion ou rajouter une autre ville aussi que l'école de tennis peut continuer à aider les jeunes ou les adultes qui veulent s'améliorer, c'est certain. L'idéal, ce serait à l'année longue d'être à la même place parce qu'ici, je suis 6 à 7 mois par année à l'extérieur, puis ensuite, je vais à l'intérieur. Mais c'est sûr, on a un problème de manque de terrain. On est tellement des joueurs de tennis qui veulent s'entraîner, puis on manque de terrain. Fait que ça serait fun de construire une infrastructure, puis voir tellement que le tennis, il évolue. Fait qu'il faut avoir plus de terrain de tennis. On est bien d'accord. Ben Alexandra, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser retourner sur les terrains parce que c'est ta passion. C'est là où tu as envie d'être le plus souvent. J'apprécie beaucoup que tu aies passé du temps avec nous et on se reparle bientôt. Puis espérons qu'on pourra frapper quelques balles peut-être cet été. Ben oui, bien. Merci. On est presque voisins. Ben oui, c'est ça. À bientôt, Alexandra. Merci. À bientôt, merci. Salut. Je m'ennuie d'Alexandra. Elle est tellement fine, tellement bonne en entrevue. Elle est venue nous jaser l'année passée à l'Omnium Banque Nationale. Elle a toujours son académie de tennis. Puis, tu sais, c'est une fille qu'on l'oublie, là, mais c'est elle qui a pavé la voie pour la génération qui est là aujourd'hui. Mm-hmm. Et elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas le Centre national à l'époque. Et ce qu'Alexandra a fait dans le contexte qu'elle l'a fait, c'est exceptionnel. Et puis, ça prenait des joueuses comme ça pour paver la voie à la génération qu'on voit aujourd'hui. Elle nous en a bien parlé avec l'aide de son père. Sa famille a investi beaucoup sur sa carrière pour qu'elle réussisse à progresser. Elle a été 21e au monde, Alexandre. On en parlait tantôt. Tu as un top 100, top 200, top 700 au monde. Elle a été 21e au monde des victoires contre les meilleures joueuses. Chapeau Alexandra Wozniak, puis qui est toujours passionnée du tennis. Elle est sur le terrain tous les jours à son académie à Bedford. Moi, je suis très admiratif de ce qu'elle fait. Ouais, non, il faut excellente entrevue. Encore une fois, mon cher Hugues, et merci une fois de plus à Alexandra Wozniak de s'être joint à nous. Et elle aussi, elle a une cartouche où elle peut venir à chaque fois qu'elle veut. Elle est bonne en entrevue en plus. Puis c'est une des athlètes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Remarque que dans le monde du tennis, c'est pas mal vrai pour toi. En fait, c'est vrai pour l'essentiel des athlètes, là, pour vrai. La plupart des athlètes sont pas mal plus terre à terre qu'on pense, de façon générale, que la réputation qu'ils ont. Là, évidemment, il y a certaines grosses têtes, mais c'est tellement difficile de faire ce qu'ils font que la plupart de ces athlètes-là sont très, très, très terre à terre. Moi, je le vis dans le hockey, je le vis dans le tennis aussi. Là. C'est des gens... Oui, puis tous les joueurs à qui on a parlé, puis on sait qu'au podcast, on a interviewé beaucoup de joueurs en haut du classement, les Tsitsipas, Medvedev, Sinner, on a interviewé Rooney, on a interviewé Wawrinka. Mon fils, toujours un bonheur. Félix, Bianca. Exact, ils sont généreux, ils sont souriants, ils sont drôles. Moi, j'ai passé plein de bons moments. Ça n'a jamais été pénible d'interviewer un joueur ou une joueuse à aucun moment. Non. Est-ce qu'on compte Billie Jean King? On compte Billie Jean King, Alex. On peut. On a amené, toi et moi, à C2 il y a quelques années, à Montréal. Wow, ça, c'est vraiment... Grand moment. Je déteste prendre des photos, mais j'ai une photo chez nous. T'es dessus. Toi, moi, Billie Jean King. Et ça, j'avais pas le choix. J'en ai parlé à quelques reprises de ça. Parlant de légendes du tennis, écoute, j'ai envie qu'on fasse un bloc un peu plus léger là, pour terminer l'épisode. Je me suis lancé dans le documentaire de Rafael Nadal. Savoir ce que j'en pense? Ben, ça m'intéresse. OK. J'ai aimé ça. Je pense que j'en aurais pris plus. Je pense que 3 épisodes, c'était pas suffisant. 3 ou 4, là, je pense que c'était pas suffisant. Je vais m'expliquer pourquoi. Je pense qu'on est passé trop rapidement pour la légende qui était. En même temps, ça dépend. Bon, là, je suis très en connaissance de cause parce que j'en ai fait aussi, moi, plusieurs des documentaires, là, pas avec le même budget que ça, mettons, là, mais j'ai une bonne idée du processus créatif puis des embûches que tu peux avoir en créant un documentaire. Fait que là, il peut y avoir des embûches budgétaires, il peut y avoir des embûches de temps, il peut y avoir des embûches avec, entre guillemets, l'athlète qui décide qu'on parle de ça ou qu'on parle pas de ça. Là. Il y a tout ça qu'on sait pas. Là. Fait que là, moi, je parle en connaissance de cause, mais pas en connaissance de ce qui s'est passé dans les coulisses de ce documentaire-là. Mais voici ce que j'en ai pensé. J'ai trouvé ça bon, mais j'ai trouvé que ça manquait de cachet émotif pour l'essentiel, sauf à la fin. Oui. À la fin, je pense qu'on a bien ficelé ça.
j'ai aussi... moi, je déteste ça, écouter des affaires sous-titrées, là. Fait que là, c'est en espagnol pour l'essentiel du temps. Fait que si vous tripez pas à lire, c'est sûr que ça va être un frein, si on veut. Là. Mais bon, évidemment, on repasse à travers tous les grands moments. Quand est-ce que ça a débloqué la victoire contre Andy Roddick à la Coupe Davis? Oui, ça, c'était bien. Ce qui est intéressant, par contre, et ça, c'est peut-être un des aspects forts, c'est qu'ils ont le Big Three. Ils ont Novak, ils ont Federer qui fait faire des entrevues. Ils ont Andy Roddick qui est toujours excellent en entrevue. Alors pour ça, c'est vraiment bon. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'a surpris, c'est qu'on est rentré vraiment dans l'intimité de Rafael Nadal. Ouais. Et ça, moi, ça m'a surpris parce que dans sa carrière, on l'a à peu près pas vu. Ouais. Alors, j'ai vraiment été surpris qu'on soit dans sa famille, on soit à l'hôpital avec lui. Et ça, c'est probablement... Il a souffert. Hein. Oui, mais ça, c'est l'autre affaire qui m'a surpris et que j'ai trouvé génial du côté de ce documentaire-là. C'est-à-dire que, à ma connaissance, et là, tu me diras si toi, tu le savais, là, on savait qu'il avait été blessé toute sa carrière. Mais pas à ce point-là. Mais je ne savais pas que son pied était dans cet état-là. Il y a une bosse, vous irez voir ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur Netflix. Il y a une déformation au pied qui est extrêmement douloureuse tout le temps, qui est apparue très tôt dans sa jeunesse. Moi, j'ai un petit peu comme toi au niveau de la lecture du déroulement de la série. Au début, je dis, bon, un autre documentaire, c'est bien ficelé, mais c'est pas hyper engageant. Mais vers la fin, on rentre plus dans quelque chose qui va nous toucher. J'aurais aimé voir plus l'évolution de sa relation avec Tony Nadal au fil des années. On en parle beaucoup à quel point il était exigeant au début, qu'il disait, bon, durant la première heure, tu bois pas d'eau et il faut qu'on apprenne à ce que tu toffes un peu plus longtemps. Ça, c'est, bon, il l'a fait travailler. Qu'il était controversé. Ah oui, c'est un régime militaire, qui est devenu le compétiteur aussi qui est devenu, qui est toujours acharné, qui lâchait jamais. Mais j'aurais aimé savoir comment ça a évolué, parce que ta relation n'est pas la même quand tu as 10 ans avec ton oncle que quand tu as 15, 25, 30. Là. J'aurais aimé savoir comment ça a évolué. Ça, on ne l'a pas vraiment vu. Mais effectivement, le fait qu'on soit près de sa famille, sa femme, son enfant, on sait qu'il a vécu très tard à Majorque chez ses parents. Ça a pris du temps avant qu'il parte de voler de ses propres ailes, un genre de Tanguy du tennis. C'est sa blonde qui a comme à demander, on part dessus. Mais c'est un gars très simple, un family guy que tout le monde appréciait, toujours généreux, toujours ouvert pour les autographes et tout ça. Mais moi, j'ai aimé quand même sur la fin ce qu'on a appris de Nadal. La plaque qu'ils ont inaugurée pour lui à Roland-Garros au Central, c'est une super bonne idée. Ça, c'était vraiment touchant. Donc, il faut le voir si on est fan de tennis. J'aimerais ça lire le livre de Christopher Clarey qui a fait le livre sur Federer aussi. Donc, il a fait un livre sur Nadal qui est une biographie de référence, mais un des grands champions, tout sport confondu, de l'histoire. Et le 14 titres à Roland-Garros, c'est Djokovic qui le dit ou Murray, je me souviens plus. C'est un des plus grands exploits dans le sport. sportif, puis qui sera probablement jamais battu. 14 titres dans un tournoi si important que Roland-Garros de suite. Bon, j'avais dit ça des 6 de Björn Borg dans les années 70. Après 6, il y a eu les 14 de Nadal. C'est tout à fait un fait d'armes inusité. C'est mon fils, il disait ça. Il disait jouer 14 fois Wimbledon, c'est une carrière incroyable. Oui, déjà les jouer. Imagine le gagner 14 fois. Mais pour en revenir au documentaire, ils ont voulu le bâtir comme étant un peu comme The Last Dance a été bâti avec Michael Jordan. C'est-à-dire qu'on alterne beaucoup entre le passé puis le présent ou les derniers moments de sa carrière, finalement. The Last Dance était bâti exactement comme ça. On alternait entre la première dynastie et la dernière dynastie. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, mais j'ai l'impression qu'on est passé un peu trop vite sur certains éléments à mon goût, à moi. Là. Je ne dis pas que dans le contexte, j'aurais pas fait exactement la même affaire qu'eux autres, peut-être. Mais j'ai l'impression que ça aurait pris 1 ou 2 épisodes de plus, justement, pour exploiter plus d'éléments. Parce que là, on a exploité l'homme de famille, les blessures, mais tu sais, effectivement... Plus la relation avec Federer, quand ils se tiennent la main à la Lever Cup, un des plus beaux moments de l'histoire du sport. Tu as les deux qui pleurent, qui se tiennent par la main, les deux grands adversaires. Et aussi, un des premiers matchs exhibition qui joue à Majorque, une petite anecdote, il devait jouer contre Boris Becker, qui se retire de l'événement une journée avant. Les organisateurs cherchent un joueur de très haut niveau pour jouer ce match-là. Donc, il devait jouer contre Nadal, qui était la star montante, mais il y avait très
13 ans ou 14 ans. C'est Pat Cash, ancien champion de Wimbledon, qui vient accepter ce match-là d'exhibition en pensant qu'il va torcher le jeune. Il perd contre Nadal. Nadal avait 14 ans, donc ça a mis la table pour le reste. Fait qu'il y a plusieurs éléments assez importants dans la ligne du temps, je dirais, Nadal, qu'on n'a pas vu quand même dans le documentaire, que j'aurais aimé voir comme fan de tennis. Ben, je suis d'accord. Puis même, je te dirais, les années après 2018, année COVID et jusqu'à la fin de sa retraite, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a mis en rafale des résultats, tu sais, comme c'était... puis c'est une façon de faire, là. Moi-même, on voit l'œil du réalisateur. Ben, je le fais souvent, mais il reste que... Moi, il y a une chose que j'aurais jamais mis en rafale, c'est sa victoire en Australie, alors que personne ne l'attendait. Ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas joué. Puis là, on a passé dessus super rapidement. Oui. Et là, moi, je trouvais que ça fonctionnait avec la thématique du... bon, OK, il a été blessé, il gagne. Alors, ce tournoi-là, c'est exactement ça. Et ça fait un an qu'il n'a pas joué. On n'en parle pas. Puis là, soudainement, je pense, Alex, que la réalisation n'a pas été à la hauteur du personnage. Ils ont fait 4 épisodes, c'est peut-être pas suffisant. Moi aussi, je trouve que le montage a été inégal. Il y a des très bons moments vers la fin, puis au début, c'était assez convenu. Donc, peut-être un 6-7 sur 10, mais pas plus. Là. Puis, c'est un joueur qui a généré tellement beaucoup d'émotions. Oui. Effectivement, à la fin, là, sans qu'on spoil, là, comme on dit, là, mais il y a quand même un espèce de cachet émotif à la fin avec sa famille, mais il reste que je pense que c'est quelque chose qui aurait... Moi, c'est pas venu me chercher dans mes tripes. Maintenant, honnêtement, écoutez-le. C'est bon, là. Oui. On est sévère, là. Okay? Oui. On est sévère, mais c'est parce que t'as Sky Sport derrière ça, puis t'as Netflix, là. C'est sûr que mes attentes, c'est pas... c'est moi tout seul avec ma caméra puis mon laptop de montage, on s'entend, là. Mais tu sais, si moi, je suis capable d'aller générer... Là, j'ai l'air de me vanter moi-même, là. Mais si moi, je suis capable d'aller générer beaucoup d'émotions avec ma caméra puis mon laptop tout seul, je m'attends à ce que Netflix puis Sky Sport soient capables d'aller 2-3 coches plus haut, mettons, avec le... Hey, c'est un budget d'un 7 chiffres, là. Oui, puis c'est sûr que c'était un all access aussi, tu sais, donc... Mais ça m'a surpris. Et ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Ouais. Et là j'ai l'air de cracher dans la soupe, là. C'est bon, là. C'est pas que c'est pas bon. Ah, moi, je te dis, 6-7 sur 10. Moi, je suis d'accord avec toi. Un 7.5 sur 10, il y a un peu de déception quand même. C'était ma note. Puis on en avait parlé avant que je l'écoute. Puis je sentais aussi que toi non plus, tu n'avais pas fait comme « Oh my God! » C'était fou. Puis je suis d'accord avec toi. Le moment avec Federer aussi. Puis tu sais, on aurait pu exploiter un petit peu plus aussi la rivalité avec Novak, avec Federer. Tu sais, à savoir, tu sais, comme... Là, on en a parlé en surface, mais c'est des rivalités qui auront marqué le tennis à jamais. Là. Ouais. On va en parler dans 80, dans 100 ans là, de cette rivalité-là, comme on parle encore de je sais pas qui. Là, mais, Puis même la finale de 2008, ils ne nous l'ont pas fait vivre, évidemment, à Wimbledon, ce fameux match en 5-7 contre Federer, qui est un des peut-être 3 plus grands matchs de l'histoire du tennis. Et, ils ne nous l'ont pas fait vivre de la façon dont on a pu vivre cette émotion-là. Puis il y a des gens qui sont devenus fans de tennis à ce moment-là. Comme le fameux tie-break Borg-McEnroe 1980, on le revoit année après année durant les rain delay parce que c'était le drame absolu. Ils n'ont pas réussi ça au niveau du podcast à bien saisir ce moment-là. Une chose qu'ils ont bien fait, par contre, ça, je dois l'avouer, là. Quand ils ont build-upé l'histoire de la pluie, c'était un build-up pour le match de 2008. Oui. L'œil de réalisateur là, que je suis. Là, il fait bon, ils placent une demi-heure avant pour expliquer aux gens. Là, si vous voulez pas le savoir, hein, c'est le temps de déconnecter parce qu'on va le dire. Mais en gros, Tony Nadal, Raphaël jouait un match, il devait avoir peut-être 10-12 ans. Puis au début, c'était vraiment compliqué. Puis finalement, il a réussi à remonter, mais la pluie commence à tomber. Puis il avait demandé à son entraîneur, peux-tu faire tomber de la pluie ou quelque chose du genre? Puis une fois que la pluie a tombé, Raphaël est allé voir Tony puis il a dit hey, sais-tu quoi, tu peux arrêter la pluie, je vais le battre. Puis bon, il y a eu le rain delay en 2008 contre Federer, c'était un build-up pour ça parce que ça a l'air qu'entre deux dans le vestiaire, Tony Nadal il dit je savais pas quoi lui dire, puis Raphaël m'a juste dit c'est beau, tu peux arrêter la pluie, je vais gagner ce match-là. Alors c'est vraiment c'est un build-up parfait là, pour vrai. C'est le genre d'affaire que moi j'adore, mais effectivement c'est bon là, mais c'est ça, non, je reste un peu en demi-temps. Je peux pas dire que j'ai eu des frissons pendant tout le long, puis c'est un documentaire qui aurait pu me donner des frissons pendant 4 heures de temps. Tu sais,
que tu le regardes, t'es comme, c'est bon. Ouais. Et tout le long, là, ses nombreuses blessures. Il a perdu du poids à un moment donné. On se souvient, au début, il était extrêmement musclé. Il a dû être un peu plus mince, affiné au fil des ans pour avoir moins de poids sur ses articulations. Il a des gros problèmes de genoux en plus du pied. Donc, je vois, il y a plein d'angles qu'on a un peu escamotés, qui m'auraient intéressé, en tout cas. Mais 100%. Mais en même temps, bon, les choses qu'on apprend qui sont vraiment cool, c'est ça. Là. Par rapport à ses blessures, on savait qu'il avait été blessé de bonne partie de sa carrière, mais pas à ce point-là. Là. Pas à partir de l'année 1. Puis pas chaque match était un combat contre sa tête parce qu'il souffrait puis il gagnait. Quand tu le places dans ce contexte-là, ça n'a aucun foutu sens là, que pendant 15 ans, 20 ans, il ait souffert puis gagné autant. Là. Je veux dire, ça, c'est une des plus grandes marques de caractère de l'histoire. Pas du sport, là, de l'humanité. Là, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais non, mais c'est bon. C'est bon. Moi, je le recommande d'aller l'écouter. Mais dans le tennis, on a comme un peu de misère à avoir des... Tu sais, même la série que Netflix avait faite, l'équivalent du Drive to Survive. Breakpoint. Ils ont arrêté. Tu sais, ça avait été critiqué, ça avait été... C'était bon, mais c'était pas fait pour l'amateur de tennis, c'était fait pour le grand public. Ouais. Peut-être que le meilleur, moi, que j'ai vu, c'était-tu un Untold... celui de Marty Fish. Oui. Celui-là était vraiment bon. Là. Ça là, avec Andy Roddick. Là, sur ses crises de panique sur le terrain. Ses crises de panique, puis comment il a vécu, puis le fait qu'il a grandi avec Andy Roddick, qui était toujours avec... Ça, c'était vraiment très bon. Je me demande si c'était pas un Untold. Je suis quasiment sûr 100% d'accord. Ça, c'est un des meilleurs que moi, j'ai vu. Puis, Dieu sait que Marty Fish, c'est pas Rafael Nadal, puis c'est pas Andy Roddick. Mais bref. Voilà, c'était vraiment une longue review. Hein. Mais on s'entend beaucoup, toi puis moi. Sur 7 sur 10, 6.5. Toi puis moi, on voit beaucoup le contenu de la même manière, on voit beaucoup la télé. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Pour ça que tu étais mon boss préféré. Amenez-nous des sujets, puis on peut parler pendant une demi-heure sans problème. Hugues, merci infiniment pour cet épisode. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, Alex, on a aussi Leila Fernandez à Nottingham cette semaine. On va suivre Leila qui va commencer, je crois, demain. Donc, une autre Canadienne qui est en liste cette semaine. Et écoute, je le redis, je souhaite une finale Zverev, Félix, pour voir la finale qu'on aurait aimé voir à Roland-Garros. Donc, on se croise les doigts à Halle. Honnêtement, je donnerais un avantage à Félix dans ce match. Moi aussi, numéro 1 contre numéro 2, puis moi aussi, je donnerais l'avantage à Félix sur une surface comme le gazon. Ben surtout à la lumière des résultats qu'on regardait tantôt de Zverev. Là. Ouais. Ben voilà, ben oui, pourquoi pas. Anyway, on souhaite un titre, peu importe à Félix. Là. On est sévère. Ben vous êtes sévère, là. J'ai l'impression que moi, je le suis un peu moins. Mais peut-être que je suis trop... Je regarde trop avec des lunettes roses. C'est peut-être ça. En tout cas, on a vu ça avec Charlotte la semaine passée. D'ailleurs, Charlotte, on te salue, même si tu n'es pas là. Prompt rétablissement. Ouais. Hugues, merci infiniment une fois de plus pour cet épisode. Et comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis sur gazon, tout le monde à la maison. À bientôt.